C'est une date que les États-Unis n'oublieront jamais. Mais pour des millions d'Américains, toute la lumière n'a pas été faite sur les attaques qui ont fait trembler le pays. Pourquoi tous ces secrets? S'il s'agissait réellement d'une attaque surprise de notre pays par des terroristes, pourquoi tant de mystères? Certains estiment que le 11 septembre est un coup monté de l'intérieur. Les victimes du World Trade Center et du Pentagone ont été assassinées par des forces issues de notre propre gouvernement. À présent, la science s'attaque aux théories du complot. La réalité, c'est qu'à ce jour, personne n'a été capable de fournir la moindre preuve que ces immeubles ont été détruits par des explosifs. Tout simplement parce que ce n'est pas le cas. Notre regard sur le 11 septembre 2001 ne sera plus jamais le même. 10h06, le vol 93 de United Airlines est abattu en vol. Nous sommes demandeurs de récits. Ils nous nourrissent, et les théories du complot sont les contes de fées du monde réel, des récits qui améliorent la réalité. Des récits qui améliorent la réalité. « 11 septembre, science et conspiration ». Il existe de nombreuses théories du complot qui couvrent chaque aspect des attentats du 11 septembre. Plusieurs d'entre elles soulèvent des questions apparemment sans réponse. Un grand nombre fait apparaître des contradictions dans la version officielle. Certaines sont basées sur des informations erronées. D'autres sur des données qui ne peuvent pas être exploitées. Parmi toutes ces théories, il en émerge 4. Selon les enquêtes officielles, les tours jumelles se sont effondrées à la suite des incendies alimentés par les 80 000 litres de kérosène que contenaient les deux appareils. Le feu s'est consumé à l'intérieur des tours et a endommagé les colonnes, entraînant une défaillance de la structure qui a conduit à l'effondrement des bâtiments. Mais les détracteurs de la version officielle contestent cette explication. Il y a eu un gros incendie à cause de la quantité de kérosène. Mais le feu s'est vite éteint. Aucun indice n'a révélé que les colonnes en acier avaient atteint des températures susceptibles de fragiliser la structure. Si le kérosène a pu se consumer rapidement, les enregistrements vidéo semblent indiquer que les bâtiments ont continué à brûler jusqu'à l'effondrement des tours. Si le gouvernement était disposé à lever le doute sur ce qui s'est passé, pourquoi a-t-il cherché à contrôler toutes les enquêtes? Certains truthers affirment que les explications officielles cachent des desseins obscurs. Qui a fait de la rétention d'informations sur de nombreux points essentiels? Certaines questions ont été ignorées, obscurcies, rayées d'un coup de feutre. Dans une zone désaffectée de l'aéroport Kennedy, le hangar 17 renferme des indices matériels provenant des tours jumelles. Au nombre desquels on trouve 1% des éléments en acier du World Trade Center. Après l'effondrement des tours, les débris ont été déblayés du site. Le gros de la ferraille a été vendu au poids ou abandonné dans des décharges. Mais certaines pièces essentielles ont été entreposées en vue d'être exposées plus tard. Ces éléments témoignent de la violence de l'effondrement. Il est très difficile d'abattre quelque chose d'aussi massif. Plus d'1 million de tonnes se sont affaissées sur elles-mêmes. Ce qui s'est produit, c'est que l'incendie s'est déclaré sur un étage entier, soit 4000 mètres carrés de bureaux. Le feu a endommagé la structure métallique de la tour. Lorsque les poutres en acier ont plié sous l'effet de la chaleur, le niveau entier s'est effondré. Il a dû vaciller quelques secondes avant de céder, mais la chute a été précipitée par le poids de la quinzaine d'étages qui se trouvaient au-dessus. C'est un bloc de plusieurs centaines de milliers de tonnes qui s'est affaissé et qui a emporté tous les autres étages sur son passage.
L'université Purdue a collaboré avec les ingénieurs de l'American Society of Civil Engineers pour mettre au point une expérience scientifique destinée à simuler l'impact des avions sur les tours. Le premier impact a été modélisé afin de montrer comment le 767 d'American Airlines a transpercé la tour nord. Un modèle du complexe entier du World Trade Center a été réalisé, soit 7 immeubles répartis sur une aire de 65 000 m² à Manhattan. Ce modèle comprend une reproduction fidèle de la tour nord, intérieure et extérieure. L'université a utilisé les plans d'architectes d'origine, des photos et des données de construction pour créer une structure à l'identique du World Trade Center. Chaque colonne, chaque poutre et chaque travée devaient se trouver au bon endroit. Les chercheurs ont également reproduit un modèle à l'échelle de l'appareil, un Boeing 767 de 141 tonnes avec ses 40 000 litres de kérosène. Afin de modéliser le comportement du kérosène au moment de l'impact, les chercheurs se sont servis de boîtes en aluminium remplies de fluide pour simuler le choc d'une aile d'avion contre des poutres en acier. Une caméra thermique a saisi le comportement des fluides après l'impact. Ces données brutes sont ajoutées à la séquence. Il aura fallu des milliers d'heures d'études et 21 jours de calculs informatiques pour obtenir l'équivalent d'1 seconde de simulation. Le projet a nécessité 2 ans de travail. Voici le résultat final de la simulation de l'université Purdue. L'appareil percute le 96e étage, sectionnant plusieurs poutres métalliques du pourtour de la structure. Je peux vous assurer que nous n'avons rien falsifié. Les poutres de la façade qui ont cédé au cours de la simulation coïncident presque exactement avec celles qui ont cédé lors de l'impact réel. Notre modèle était donc exact. La simulation montre l'impact sous différents angles. L'entrée. Destruction interne des colonnes de soutènement. Désintégration de l'appareil. Atomisation des 40 000 litres de kérosène. Et simulation des incendies qui ont attaqué la structure métallique qui maintient la tour. Nous avons une source de chaleur ici qui couvre pratiquement l'ensemble du noyau. Les colonnes commencent à chauffer car elles ne sont pas protégées par des matériaux inifugés. La chaleur gagne les poutres. Ces poutres soulagent les extrémités des colonnes, en quelque sorte, lesquelles subissent une pression axiale de haut en bas. Naturellement, l'apport de kérosène et d'oxygène déclenche le feu. La température a pu dépasser 650 degrés. Cela ne fait pas fondre l'acier, mais ça le rend plus souple, ce qui a pour effet d'altérer la résistance des colonnes qui perdent de leur efficacité, fléchissent d'un côté et, compte tenu de la charge verticale qu'elles supportent, finissent par céder. Voilà ce qui s'est passé dans cette tour. Les résultats de l'université Purdue ont confirmé le rapport de l'Institut national d'éthique et de technologie selon lequel les incendies déclenchés par le kérosène ont fragilisé la structure métallique et provoqué l'effondrement des tours.
Mais les débris entreposés dans le hangar 17 ne révèlent aucun indice susceptible de confirmer l'une ou l'autre des thèses. Les tas de ferrailles qui sont stockés dans ce hangar ne font que confirmer que l'immeuble s'est affaissé sur lui-même. Comme je m'y attendais, je n'ai remarqué aucune trace liée à une chaleur autre que celle due aux flammes d'un incendie qui a fini de se consumer dans les décombres après que la tour se soit effondrée. Il n'y a vraiment rien ici qui permette de tirer d'autres conclusions. Les Truthers se demandent pourquoi les preuves matérielles sont passées de main en main. La plupart des éléments en acier provenant des décombres du World Trade Center ont été expédiés en Asie pour y être recyclés. Imaginez qu'on détruise les preuves sur une scène de crime. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais avant d'expédier la moindre pièce, l'Institut national d'éthique et de technologie a examiné tous les éléments métalliques et a retenu 237 pièces pour les besoins de l'enquête. Certains détracteurs de la version officielle sont convaincus que ces poutres ont été volontairement substituées à celles d'origine. Car si les preuves pouvaient être examinées, elles permettraient d'affirmer que des explosifs ont été utilisés pour démolir les tours jumelles. Avant le 11 septembre, et depuis ce jour fatidique, il n'y a pas eu un seul gratte-ciel qui se soit effondré à la suite d'un incendie. Et les Truthers écartent la simulation scientifique de Purdue au motif qu'il s'agit d'une manipulation de données falsifiées ou erronées. On aurait dit une démolition contrôlée, ce qu'on appelle une implosion, au cours de laquelle l'immeuble s'effondre littéralement sur lui-même. Il y a énormément d'éléments qui tendent à confirmer la thèse de l'implosion. Afin d'arbitrer cette controverse, nous allons mener des expériences physiques pour mettre en lumière ce qui s'est réellement passé pendant les attentats du 11 septembre. À plus de 3000 km du hangar 17, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, des poutres métalliques et du kérosène vont être soumis à une chaleur de plus de 1000 degrés centigrades. Le monde n'a pas pu voir les événements les plus destructeurs du 11 septembre tels qu'ils se sont produits, car ils se sont déroulés au cœur des tours jumelles, alors que les structures s'effondraient sur elles-mêmes. Il faut garder à l'esprit le fait que les sols du World Trade Center ruisselaient de kérosène. Les plateformes brûlaient et la chaleur fragilisait l'ensemble des structures métalliques, alors que lors d'un incendie classique, le feu affaiblit un secteur à la fois. Néanmoins, Griffin et Gage demeurent convaincus que l'incendie ne peut pas être la cause unique de l'effondrement des tours. Tout d'abord, il n'est jamais arrivé que la structure métallique d'un gratte-ciel s'effondre complètement sur elle-même à cause de dégâts extérieurs ou à la suite d'un incendie, même si le feu dure plus de 15 heures. Le kérosène est un hydrocarbure, ce qui signifie qu'il ne dégage pas plus de chaleur que les bureaux ou les chaises du bâtiment en se consumant. Il n'est donc pas susceptible de faire fondre de l'acier. Sous la houlette d'experts en ingénierie, nous allons vérifier les effets d'un feu alimenté au kérosène sur de l'acier. L'Emertech, le centre de recherche et d'essais sur les matériaux énergétiques, conçoit des explosions qui répondent aux critères que nous recherchons. Nous effectuons des tests et des recherches sur toutes sortes de matériaux énergétiques, en gros sur tout ce qui est explosif. La pyrotechnie, tout ce qui s'allume et qui dégage une grande chaleur en explosant bruyamment. Nous le testons ici. Afin de comprendre dans quelle mesure la chaleur peut réellement altérer l'acier, l'expérience va soumettre une poutre d'1 tonne à 2800 litres de kérosène. Selon la version officielle, le World Trade Center s'est écroulé parce que l'incendie a affaibli les poutres en acier qui reliaient le centre de la structure aux colonnes externes.
En s'affaissant, les colonnes ont provoqué l'effondrement des tours. Avec cette expérience, nous voulons observer comment une poutre lestée se comporte dans un feu de kérosène pour voir si la température grimpe au point de la fragiliser. Pour fondre l'acier, il faut atteindre une température d'environ 1400 degrés. On n'obtiendra pas une telle chaleur avec un feu alimenté par du kérosène. Mais on n'a pas besoin d'arriver au point de fusion pour que la poutre se fragilise. Une poutre en acier identique à celle du World Trade Center va être soumise à la chaleur d'un feu de kérosène, le même liquide inflammable que celui que transportaient les appareils qui ont percuté les tours. Les flammes atteindront-elles une température suffisamment élevée pour déformer l'acier dans le même laps de temps que lors des attentats? On va centrer la poutre à ce niveau. Sur une aire d'essai, les ouvriers construisent un foyer qui accueillera un réservoir de kérosène. Les poutres du World Trade Center étaient gainées d'inifugents, mais le rapport de l'Institut d'éthique et de technologie spécifie que les revêtements ont été arrachés au moment de l'impact. Là où les poutres étaient à nu, la température de l'acier a rapidement grimpé. Nous utilisons donc une poutre nue. Nous n'utilisons pas une poutre grandeur nature parce qu'il faudrait une quantité de lest trop importante. Nous avons donc réduit l'échelle en prenant une petite poutre de 20 cm de large, ce qui équivaut à un poids d'environ 25 kg par mètre. Et nous allons la lester avec 1360 kg. À mon avis, il vaut mieux les couper avant de les empiler. Ces poids sont à l'échelle et ont été conçus en tenant compte de la résistance de la poutre. Le dispositif est placé au-dessus du foyer. Les 2800 litres de kérosène sont déversés dans la fosse. Le camion-citerne doit être évacué. La moindre étincelle pourrait enflammer le carburant. On va le contrôler de là-bas. La chaleur du feu est un facteur essentiel. On installe donc un couple thermoélectrique pour surveiller la température. Nous sommes en présence de carburant liquide qui va se vaporiser avant de pouvoir brûler. Il suffit donc de le chauffer pour déclencher la vaporisation et l'enflammer. À 200 mètres du foyer, les ouvriers utilisent une allumette électrique comme détonateur. Je place le détonateur dans une boîte et elle va flotter à la surface pendant quelques instants. Il est prévu que le kérosène se consume pendant une trentaine de minutes. Le métal va-t-il conserver son intégrité structurelle? Au bout de 2 minutes, le couple thermoélectrique affiche une température de 1100 degrés centigrades. La structure a perdu ses qualités physiques en moins de 4 minutes. L'acier s'est déformé sous la chaleur et les poids sont tombés. Dans cette configuration, on atteint une température avoisinant les 1100 degrés. L'acier ne peut pas conserver ses propriétés plus de 5 minutes. Cette expérience permet de conclure que l'acier qui est soumis à un feu de kérosène commence à perdre ses propriétés bien avant que la température n'atteigne son point de fusion, soit 1400 degrés centigrades. En l'espace de quelques minutes, la structure devient instable. Dans le World Trade Center, cette chaleur aura largement suffi à fragiliser l'acier. La combinaison de la température et du poids de la structure a sans doute entraîné une déformation de plusieurs étages.
Les tours sont restées debout plus de 5 minutes après l'impact, ce qui implique que la température de l'incendie était moins élevée. Mais cette expérience démontre que l'acier perd de sa résistance lorsqu'il est soumis à une chaleur intense. Mais les preuves, aussi concluantes soient-elles, donnent toujours matière à débattre. Afin de bien comprendre la dynamique qui alimente la théorie du complot, il faut analyser la manière dont les sceptiques traitent l'information qui remet en cause leurs convictions. Nous avons donc communiqué les résultats de cette expérience à 2 truthers qui maîtrisent les questions liées aux incendies. Bien, arrêtez le film. Je crois savoir où ce type veut en venir. Il va tester une simple poutre en acier. Si c'est le cas, c'est un faux argument. Cette expérience ne réfute en rien les preuves écrasantes qui établissent qu'il s'agit d'une démolition contrôlée à l'explosif. David Ray Griffin, théologien et auteur de 8 ouvrages dans lesquels il implique le gouvernement dans les attentats du 11 septembre, et Richard Gage, architecte depuis 20 ans, concepteur de nombreux bâtiments avec une structure en acier résistante au feu. Gage soutient que toute l'expérience est hors de propos et ne tient pas compte de sa propre conclusion, selon laquelle l'effondrement serait dû à une démolition contrôlée. Voilà pourquoi je dis que ce type d'expérience, où on cherche à démontrer que l'acier se fragilise au contact du feu, est sans rapport avec le sujet. Ça me paraît hors de propos parce qu'on peut tordre l'acier à volonté. Ça n'effacera pas les preuves qui démontrent qu'il s'agissait d'une démolition contrôlée et qu'il ne réfute pas. David Griffin est lui aussi convaincu que l'expérience n'est pas pertinente, mais pour d'autres raisons. Cette expérience montre que dans des conditions artificielles idéales, le kérosène peut brûler à 1100 degrés. Pour que cette expérience menée avec une petite poutre isolée soit probante, il faudrait avoir un feu qui se consume longtemps à une température de 1100 degrés. Selon moi, cette expérience ne démontre rien de pertinent sur le sujet. Au terme de l'expérience, les 2 camps maintiennent leurs conclusions respectives. Mais la commission d'enquête sur les attentats du 11 septembre et les Truthers s'accordent sur le fait que les tours se sont bel et bien effondrées. Ce qui divise les 2 parties, ce sont les causes de l'effondrement. Pour les Truthers, les incendies alimentés par le kérosène ne peuvent pas être incriminés. Reste donc l'hypothèse d'une démolition contrôlée. Une théorie qu'il est possible de mettre à l'épreuve en démolissant un immeuble afin d'examiner les résultats scientifiques. L'effondrement des tours jumelles a été si soudain qu'il a fait naître l'hypothèse d'une démolition organisée. Hypothèse qui est au centre de nombre des théories du complot. Il existe une multitude de preuves accablantes qui permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une démolition contrôlée de la structure à l'aide d'explosifs. Le National Institute of Standards and Technology, ou NIST, a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que les tours jumelles se soient effondrées suite à une démolition planifiée. Quelle idée farfelue! Les partisans de la théorie du complot fondent leurs conclusions sur des observations visuelles. Première observation, le déclenchement soudain de l'effondrement. Les incendies entraînent généralement des effondrements lents, mais les tours se sont écroulées d'un bloc comme si des explosifs avaient fait sauter leur base. Deuxième observation, les vidéos montrent des éjections explosives isolées, 20 à 40 étages en dessous de la ligne d'effondrement.
On ne peut pas nier que ces éjections atteignent des vitesses explosives. Troisième observation, les tours s'effondrent à la vitesse de la chute libre à travers la structure. Comment le haut de la structure peut-il s'écrouler à une vitesse proche de la chute libre à travers tous les matériaux? Quatrième observation, les premières personnes interrogées ont parlé d'explosions et d'éclairs lumineux. Plus d'une centaine de pompiers de la brigade de New York ont déclaré avoir vu des explosions avant et pendant l'effondrement des tours. Cinquième observation, un champ de ruines de 400 mètres de diamètre et aucune trace d'effondrement en millefeuille. On n'a retrouvé aucune trace des étages au pied de cet effondrement en galette de 110 niveaux. La seule explication, c'est qu'une autre source d'énergie était à l'œuvre. D'ailleurs, tous les indices, dont la plupart n'ont pas été mentionnés dans les rapports officiels, suggèrent et soutiennent la théorie de la démolition contrôlée à l'explosif. Mais avant de débattre du bien fondé de ces affirmations, il faudrait que les auteurs des attentats aient placé des milliers d'explosifs dans les deux tours sans se faire repérer. Est-ce seulement envisageable? C'est un élément clé de toute théorie basée sur la destruction contrôlée. Le seul moyen de comprendre comment fonctionne une démolition est d'observer la manière dont elle se déroule. Sur un campus universitaire, nous avons suivi étape par étape le processus complexe destiné à faire imploser un foyer d'étudiants de 9 étages à structure d'acier. Avant que les artificiers ne placent les charges d'explosifs dans le bâtiment, un entrepreneur en démolition prépare le terrain pour qu'ils puissent faire leur travail. Les démolisseurs abattent la façade en briques au niveau des 2 étages inférieurs afin d'amortir la chute de l'immeuble. Ils ont commencé par abattre les murs afin de mettre au jour les colonnes. Les explosifs ne sont pas efficaces si les colonnes ne sont pas exposées, et elles doivent être accessibles. Dans les tours jumelles, il aurait fallu que l'équipe de démolition ait accès aux 47 colonnes de la structure interne sans être repérée. Pour les Truthers, cet accès était facile. En réalité, c'était un jeu d'enfant. Il suffisait de pénétrer dans les cages d'ascenseur pour atteindre les colonnes du noyau de la tour et les poutres disséminées à travers le bâtiment. Ils pouvaient prétexter un problème de maintenance des ascenseurs, ce qui s'est avéré être le cas avant le 11 septembre. Les ascenseurs ont été rénovés en 2000. Mais en admettant qu'elle ait bénéficié de cet accès théorique, comment une équipe d'artificiers aussi nombreuse a-t-elle pu œuvrer dans le plus grand secret? Le temps nécessaire à l'installation des charges explosives varie selon les structures. Ce serait un vaste chantier. Nous, ça fait 15 jours qu'on travaille sur ce site pour préparer un petit immeuble de 8 étages et les colonnes des tours jumelles sont 10 fois plus grandes que celles de ce bâtiment. C'est un processus extrêmement remuant. On abat des murs, on expose des poutres en vue de leur préparation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, même avec une équipe de ninjas surentraînés. Ça prendrait bien plus de 3 semaines, sans doute 4 à 6 mois pour accomplir un tel travail. Il faudrait une équipe d'une centaine de gars pour préparer un chantier de cette envergure. Les Truthers estiment qu'ils n'ont pas à fournir d'explications sur la manière dont les explosifs ont pu être posés. C'est une opération d'un tout autre genre. Une véritable enquête pourrait nous apporter des éléments de réponse si nous avions une assignation à comparaître, ce que la commission du 11 septembre n'a pas obtenu. Une fois le bâtiment prêt, l'équipe de démolition prépare les différents explosifs sur site. Pour couper l'acier, on utilise une charge creuse. Ceci est un morceau de cuivre qui fait partie du dispositif d'une charge creuse. On place un peu d'explosif dans chacune de ces cavités et on déclenche la charge. Le disque implose en dégageant un jet de cuivre liquide qui découpe l'acier comme du beurre. Peu importe la forme exacte de la charge, elles réagissent toutes de la même manière en découpant l'acier au moment de l'explosion.
Les ouvriers quittent le site et l'équipe de démolition place des charges en disque sur les 24 colonnes porteuses. Ce dispositif est une charge creuse linéaire reliée à la dynamite. Elle va sectionner cette colonne selon cet angle et cette partie sera projetée dans cette direction. Je vous laisse faire le calcul, mais il faut 400 grains de poudre pour 33 cm et 14 000 grains par kilo. Ça ne fait pas beaucoup, mais c'est un produit puissant qui va pulvériser ce béton. Après avoir vérifié 2 fois ces explosifs, l'équipe actionne le détonateur. Les traces de coupe caractéristiques de l'implosion devraient être enfouies sous les gravats. Ce sont ces traces que l'on aurait dû retrouver dans les décombres des tours jumelles. Les recherches commencent. Voilà un morceau. Il a été soufflé. Il y a tout un réseau de câbles encore reliés au bâtiment. On ne peut pas enlever tous ces débris. Richard Gage rejette les conclusions de Brent Blanchard. C'est une détonation d'un tout autre type. Ils n'auraient pas laissé des cordons détonants et des dispositifs utilisés pour des détonations classiques et moins onéreuses. Cette opération est d'un genre très différent. Il y a beaucoup d'affirmations tendancieuses, beaucoup d'insinuations et de controverses pour exprimer un point de vue et son contraire. C'est sans fin. Mais la réalité, c'est que personne n'a été en mesure de fournir la moindre preuve que ces tours ont été démolies à l'explosif. Les Truthers pensent qu'une raison inavouée expliquerait le scepticisme des experts en démolition. Les entreprises qui contrôlent le marché de la démolition des gratte-ciel travaillent pour les personnes les plus riches du gouvernement fédéral. Elles ne peuvent décemment pas soutenir la théorie de la démolition contrôlée et espérer garder leur clientèle. Le temps et la main-d'œuvre nécessaires à l'installation des explosifs dans les tours de 110 étages font apparaître une faille importante dans l'hypothèse de la démolition contrôlée. La maintenance des ascenseurs, à laquelle les Truthers ont fait référence, a pu faciliter l'accès aux colonnes de la structure centrale. Mais une équipe importante aurait été contrainte de travailler en secret pour percer les murs en plaques de plâtre et découper chaque colonne à l'aide d'une torche acétylène. L'absence de toute preuve de démolition dans les décombres de Ground Zero contribue également à infirmer cette théorie. Mais les Truthers estiment que les indices ou le manque d'indices, révélés par notre expérience, dévoilent la véritable origine de la démolition. Brent Blanchard mentionne l'absence de cordons détonants dans les décombres. Mais nous parlons d'un genre high-tech de nanothermite, dont le mécanisme de détonation échappe à M. Blanchard, comme à nous d'ailleurs. La technologie utilisée pour effondrer les gratte-ciel du World Trade Center était particulièrement sophistiquée. La nanothermite est un explosif bien plus technique que ceux utilisés par les professionnels de la démolition contrôlée. Son fonctionnement leur échappe, c'est ce qu'ils nous ont confié. Une fois de plus, nos expériences ne changent rien aux conclusions des deux camps. Il s'avère que des particules de métal fondu à plus de 1100 degrés ont été retrouvées dans Ground Zero, sous les tours jumelles et sous le bâtiment 7. Même après les fortes pluies du 14 et du 21 septembre et un arrosage constant d'eau et de retardateurs de feu qui ont créé un lac géant, les feux qui couvaient n'ont pas pu être éteints avant le 13 décembre 2001. C'est l'incendie de structure le plus long de l'histoire. Si la thermite est l'élément clé du complot, nous devons observer de quelle manière elle brûle et les dégâts qu'elle occasionne. C'est dans le désert du Nouveau-Mexique que cette expérience est sur le point de débuter.
Les interrogations qui ont engendré les théories du complot au sujet des attentats du 11 septembre sont nombreuses. Mais celle qui a trait à l'effondrement soudain des tours jumelles est probablement la plus controversée. Bien que les recherches sur les débris de la structure n'aient pas permis de découvrir la moindre trace de réaction explosive, certains truthers maintiennent que l'écroulement est l'œuvre d'une démolition contrôlée. Des témoins oculaires affirment avoir aperçu des explosions. Un témoin oculaire se trouvait à 2 pâtés de maison de la tour sud quand il a vu une série d'éclairs provenant de l'intérieur du bâtiment, entre les 10e et 15e étages. Il a remarqué 6 éclairs accompagnés de crépitations juste avant que la tour ne s'effondre. Les professionnels de la démolition utilisent une charge creuse à base d'explosifs comme le C4 pour couper l'acier et faire imploser les immeubles. Ce produit est vendu dans le commerce. Il suffit de l'appliquer et de fixer un détonateur pour qu'il explose. Il va projeter du métal en fusion qui va traverser la colonne comme du beurre. L'explosion envoie un jet de cuivre en fusion qui découpe l'acier. Mais les véritables traces de tout travail de démolition se trouvent dans les retombées. Les truthers affirment que la termite explique non seulement la composition inhabituelle de la poussière, mais aussi pourquoi on a retrouvé du métal en fusion dans les débris du World Trade Center. Les pompiers ont déclaré avoir trouvé une matière semblable à de la lave sous les décombres. Plusieurs tonnes de ce métal en fusion ont été découvertes par les premiers arrivés sur les lieux, à la base des 3 gratte-ciels du World Trade Center. De l'acier en fusion dans les décombres. Ainsi, l'acier a fondu. Pourtant, la chaleur était loin d'atteindre le degré de température nécessaire à la fusion de l'acier. Les colonnes retrouvées dans les décombres ne portent pas la marque de coupe caractéristique d'une charge creuse avec son résidu de cuivre. Je n'ai vu aucune photo montrant des colonnes avec ce trait de coupe. J'ai vu des colonnes cassées ou découpées au chalumeau, mais rien qui ressemble à ça. Durant le déblayage du World Trade Center, on n'a pas retrouvé de détonateur calciné ou d'autres indices d'une explosion. Mais les truthers estiment que les résidus de poussière prélevés dans le Lower Manhattan après les attentats désignent le véritable instigateur de l'effondrement. L'année dernière, j'ai trouvé ces fragments dans la poussière. Ils avaient une face rouge et l'autre grise. J'avais accès à un appareil de microscopie électronique à balayage et j'ai constaté que la face rouge comportait du fer et de l'oxygène, ce qui impliquait la présence d'oxyde de fer et d'aluminium, les ingrédients de la termite. J'ai fait des recherches et effectué quelques comparaisons et les gars du laboratoire national de Livermore, soyons clairs, je ne prétends pas qu'ils soient impliqués, mais ils m'ont décrit un matériau qui comporte tous ces éléments. Il s'agit d'une forme très sophistiquée de termite, la nanothermite. La termite n'est pas un produit courant, mais chaque année, les enfants du monde entier la manipulent sous sa forme la plus basique, le cierge magique. Ce composé d'aluminium et d'oxyde de fer brûle à 2500 degrés centigrades, une température suffisante pour fondre l'acier. Bien que les truthers affirment que la termite explique les étincelles fusant de la tour sud, Thomas Igard dit qu'il existe des explications plus logiques. Il est possible d'obtenir une pluie d'étincelles à partir d'une réaction aluminothermique parce que la réaction de l'aluminium en fusion avec un autre composant forme de la termite. Mais on ne peut pas déterminer si l'aluminium provenait de la fonte des avions dans l'incendie ou d'une démolition contrôlée. La termite est-elle la cause principale de l'écroulement des tours? Une fois de plus, il existe un moyen d'en avoir le cœur net.
l'Emertech a conçu une expérience destinée à voir s'il était possible de déclencher l'effondrement à l'aide de termites. Nous allons trancher une colonne de 20 cm sur 15, d'une épaisseur d'environ 125 mm. Ce sont des dimensions chétives par rapport à une colonne du World Trade Center, mais nous allons utiliser près de 50 kg de termites pour la couper. Afin que la termite brûle à travers le métal, il faut maintenir la colonne en place et laisser la chaleur se diffuser dans le métal. Il faut donc concevoir un dispositif qui la maintiendra en fusion contre la colonne le temps nécessaire. L'équipe de démolition conçoit un entonnoir à 4 côtés qu'elle soude à la colonne. Puisque la termite n'est pas une matière explosive, elle doit être maintenue en contact étroit avec la colonne jusqu'à ce qu'elle atteigne une température suffisante pour fondre l'acier. On plaque de l'argile sur l'entonnoir et les soudures afin de les protéger de la chaleur et de concentrer la fusion sur la colonne. La termite ne va pas exploser, il n'y aura pas de détonation. Nous allons simplement voir un feu car c'est un processus beaucoup plus lent. L'échelle de l'expérience a été réduite afin d'observer si la colonne en acier, nettement plus petite que celle du World Trade Center, peut être coupée avec 90 kg de termites de classe commerciale. Si l'expérience permet de transpercer cette colonne, l'hypothèse d'une démolition contrôlée à base de termites pourrait s'avérer légitime. Bien que les Truthers affirment que l'utilisation de nanothermites, bien plus explosives, est à l'origine de l'effondrement, cette expérience aura permis d'éclaircir le processus physique et répondra à une question simple: la termite peut-elle brûler à travers des poutres en acier ? L'argile n'a pas donné le résultat escompté. On peut voir où elle s'est détachée. Mais on dirait qu'une bonne partie du matériau a cuit et la chaleur ne s'est pas propagée à travers la colonne. Malgré les 90 kg de termites plaqués contre l'acier, la colonne est restée intacte. Le résultat paraît clair. Si la termite n'est pas parvenue à fondre cette petite colonne, elle n'aurait eu aucune chance de transpercer les colonnes nettement plus massives des tours jumelles. Naturellement, les Truthers mettent en doute ces résultats. Et la chaleur ne s'est pas propagée à travers la colonne. Ce type est passé de la termite à la nanothermite. Il parle de termite ordinaire parce qu'il a précisé qu'il ne pouvait pas se procurer l'autre produit. Steven non plus d'ailleurs. Seule l'armée en dispose, mais les militaires n'aiment pas partager. La nanothermite sous forme de gel solide peut être appliquée comme une peinture. Elle ne devient explosive qu'une fois sèche et durcie. Alors que Stephen Jones invoque la facilité de pose de la termite, l'Emertech affirme que même si cette substance militaire avait été disponible, son utilisation n'aurait pas été pratique. Une fine couche de termite serait déjà difficile à allumer. Mais même si on y parvenait, ça ne provoquerait qu'une étincelle, car il y a très peu d'énergie. Si je suis ce raisonnement, puisque le fait de trouver une quantité résiduelle de nanothermite ne permet pas de tirer de conclusion, il est inutile de faire une enquête. Mieux vaut ignorer ces résidus, bien qu'ils soient explosifs, puisqu'on ne peut pas démontrer comment ils ont pu être utilisés. Une fois de plus, les preuves matérielles sont validées par un camp et rejetées par l'autre. Cette dichotomie est d'autant plus marquée lorsqu'on aborde les événements qui se sont déroulés sur l'autre site des attentats du 11 septembre, le Pentagone.
Ceux qui prétendent qu'aucun 757 ne s'est écrasé sur le Pentagone se fondent sur les dégâts subis et sur la faible quantité de débris structurels, en particulier ceux causés par les ailes et la dérive, mais aussi sur le fait que ces éléments, ainsi que les moteurs, n'ont pas tous été retrouvés. Les Truthers rejettent les photos qui montrent des débris de l'appareil. Ils sont convaincus que quelque chose d'autre a percuté le Pentagone, comme un avion bourré d'explosifs ou un autre type d'ogive. Là encore, cette théorie mérite d'être confrontée à un examen scientifique. Il y a eu 2 attaques simultanées sur le sol américain le 11 septembre 2001. Celle visant le Pentagone a également été remise en question par le Mouvement pour la vérité. Une des théories avancées alimente une vive controverse. Voici le récit officiel des faits. Une trentaine de minutes après le décollage, l'avion est détourné vers Washington. Volant au-dessus de l'autoroute, il file droit sur la façade ouest du Pentagone. « 189 personnes perdent la vie. L'université Purdue a analysé cette séquence d'événements et a créé une simulation visuelle de l'attaque. Nous disposions des plans du Pentagone. Ils étaient complets, très détaillés. Le TSI, l'Institut de la sécurité des transports, nous a communiqué la vitesse et la direction de l'appareil, vraisemblablement à partir des boîtes noires qui ont été retrouvées un peu plus tard. L'université a décomposé les événements à partir de leurs composantes élémentaires. Le parcours du vol 77, sa trajectoire, la destruction du fuselage et les conséquences. Sur cette simulation, on remarque que les colonnes découpent le fuselage fragile de l'appareil au moment de son entrée dans le bâtiment. Ce n'est qu'un cylindre après tout. Le bâtiment en lui-même n'a fait aucune victime. Il y a eu un affaissement environ 25 minutes plus tard, lorsque les pompiers ont commencé à inonder les lieux. Un diagramme du FBI montre l'endroit où les corps des 64 passagers décédés ont été retrouvés. Cette séquence montre également la progression de l'avion à l'intérieur du bâtiment. Les corps des pilotes sont à l'entrée et ceux des passagers qui occupaient l'arrière de l'appareil sont disséminés vers l'intérieur. Les débris se sont littéralement répandus comme un flot de lave à travers le bâtiment au gré de la progression de l'appareil. Je n'ai aucun doute sur le fait que la structure a été percutée par un avion. Si le nez de l'appareil a provoqué cette brèche, où sont les débris de la carlingue? Qu'est-ce qui a pu faire un trou de 5 mètres de diamètre dans l'anneau externe, traverser 3 mètres de béton armé et ouvrir une autre brèche de 5 mètres? Un missile de croisière. On nous a dit que les caméras de surveillance n'avaient rien filmé, qu'il n'y avait pas d'image et qu'on ne verrait jamais ce qui s'était passé. Pour les Truthers, le soi-disant manque d'images constitue une preuve irréfutable. Les témoins oculaires, dont certains se trouvaient à plus d'1,5 km du Pentagone, ont tous vu un gros avion se diriger vers le bâtiment. Cela dit, je n'ai aucun moyen de prouver que quelque chose d'autre a heurté le Pentagone. David Ray Griffin dément la présence de toute trace d'avion sur le site du Pentagone. Nous savons ce qui ne s'est pas passé. Les dégâts infligés au Pentagone n'ont pas été causés par l'impact du vol 77. Pour commencer, il n'y avait aucune trace physique de la présence d'un avion sur le site.
Patrick Smith est un pilote de ligne qui écrit des éditoriaux pour le site internet Salon. Selon moi, les débris éparpillés sur le site du Pentagone sont parfaitement cohérents avec l'impact d'un avion de ligne lancé à plusieurs centaines de kilomètres/heure contre un bâtiment à la structure renforcée. Il ne s'agit pas d'un crash normal où l'on s'attend à retrouver des morceaux entiers de carlingue intacts. David Ray Griffin ne partage pas cette opinion. Il y avait des gens à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Ils ont tous déclaré ne pas avoir vu de débris importants provenant d'un avion. Les autorités affirment qu'il s'agit du vol 77, mais je n'ai vu aucun numéro de série, aucune épave identifiée comme celle du vol 77, et je ne crois pas que Hani Hanjour ait pu effectuer la manœuvre qu'on lui attribue. Il se débrouillait comme il pouvait, et en ce qui concerne les manœuvres qu'il a pu accomplir, si on peut parler de manœuvres, elles n'ont fait que confirmer qu'il s'agissait d'un mauvais pilote. Certains truthers persistent à croire que les dégâts infligés au Pentagone, des brèches béantes sans la moindre trace caractéristique d'une aile ou d'un aileron, ne peuvent que provenir d'un missile ou d'une bombe. Est-il possible qu'un avion de ligne occasionne des dégâts aussi considérables sur la façade et à l'intérieur du Pentagone? Nous avons demandé à l'Emertech d'élaborer un test en 2 parties afin d'examiner la question. La première consistera à lancer un projectile sur une structure simulée. Le type de dégâts sera ensuite comparé au cliché du Pentagone. La seconde partie de l'expérience consistera à installer une bombe dans la structure. Après l'explosion, le champ de débris sera comparé aux mêmes photos du Pentagone. Nous allons observer la différence de dégâts occasionnés par l'impact d'un projectile sur la structure et l'explosion d'une bombe à l'intérieur de cette même structure. Je cherche à voir la différence entre un impact d'avion et un impact de missile sur le bâtiment. Ce rail en acier de 330 mètres de long est conçu pour la vitesse. Nous voulons que le projectile atteigne une vitesse de 800 km/h, proche de celle de l'appareil. Le rail va guider le lancement d'un projectile propulsé par un moteur de fusée de 12 cm. Ce tube orange est une reproduction approximative de l'appareil. Il s'agit d'un simple cylindre en aluminium, ce qui n'est pas très éloigné de la réalité. Il lui manque simplement les ailes et la queue. Nous voulons lui laisser cette forme cylindrique pour mieux le guider vers sa cible. Les techniciens de Purdue affirment que l'impact de la carlingue a causé l'essentiel des dégâts. Les ailes n'ont eu qu'une influence réduite au regard de la structure renforcée du bâtiment. Les ouvriers placent un panneau en acier de 4 tonnes devant la cible, afin d'éviter que le traîneau ne percute la reproduction du Pentagone. Nous n'avons pas recréé le Pentagone. Notre cible est composée de matériaux de construction courants. Je ne prétends pas qu'il s'agit d'une simulation de ce qui s'est passé. J'essaie simplement de montrer la différence entre l'impact d'un projectile et une explosion. Un modèle réduit composé de 10 planches de ciment reproduisant les 5 anneaux du Pentagone servira de cible. Le projectile est sanglé au traîneau. Lorsque le dispositif atteindra sa vitesse optimale, des lames trancheront les sangles pour libérer le projectile. Le traîneau va heurter les 2 lames en même temps. Il y en a une de chaque côté, ici et là. Les ouvriers préparent la cible et la mettent en place. Les moteurs de fusée sont considérés comme dangereux parce qu'ils opèrent à basse tension et peuvent entraîner des risques de radiation. Ils concentrent également beaucoup de chaleur et peuvent exploser s'ils sont mal utilisés. L'équipe de démolition est mise à l'écart derrière un périmètre de sécurité. Le compte à rebours commence. Le premier test est un échec. Une erreur de calcul a imprimé une trajectoire oblique au projectile qui a touché sa cible au niveau du toit. L'objet qui a percuté le Pentagone, quel qu'il soit, l'a percuté de front. Cet angle excentré invalide donc toute comparaison. L'Emertech doit tout reprendre à zéro et préparer un nouveau test.
Mais même s'il s'avère concluant, rien ne garantit qu'il convaincra les Truthers. Selon Richard Gage, les clichés pris après l'attentat du Pentagone sont impropres à toute évaluation. Que ce soit une explosion ou un projectile volant qui ait fait cette brèche, je ne pense pas que l'on puisse tirer de conclusions pertinentes en se basant sur ces clichés. Tu sers? Oui, je veux juste m'assurer que tout est en place. Le second dispositif est prêt. Les Truthers soutiennent que le vol 77 d'American Airlines n'a pas percuté le Pentagone le matin du 11 septembre 2001. Les opinions divergent à ce stade. Certains pensent que le 757 a percuté le Pentagone et d'autres pas. Ceux qui le pensent se basent sur le rayon des dégâts, les décombres à l'extérieur du bâtiment et les témoins oculaires. Les Truthers estiment qu'un missile ou une explosion ont causé les dégâts du Pentagone. Nous ne devrions pas avoir besoin d'un autre avertissement. La version officielle affirme qu'un appareil transportant 64 passagers s'est écrasé sur le Pentagone. Sous l'effet de la chaleur, le niveau entier s'est effondré. Il a dû vaciller quelques secondes avant de céder, mais la chute a été précipitée par le poids de la quinzaine d'étages qui se trouvaient au-dessus. C'est un bloc de plusieurs centaines de milliers de tonnes qui s'est affaissé et qui a emporté tous les autres étages sur son passage. L'université Purdue a collaboré avec les ingénieurs de l'American Society of Civil Engineers pour mettre au point une expérience scientifique destinée à simuler l'impact des avions sur les tours. Le premier impact a été modélisé afin de montrer comment le 767 d'American Airlines a transpercé la tour nord. Un modèle du complexe entier du World Trade Center a été réalisé, soit 7 immeubles répartis sur une aire de 65 000 m² à Manhattan. Ce modèle comprend une reproduction fidèle de la tour nord, intérieure et extérieure. L'université a utilisé les plans d'architectes d'origine, des photos et des données de construction pour créer une structure à l'identique du World Trade Center. Chaque colonne, chaque poutre et chaque travée devaient se trouver au bon endroit. Les chercheurs ont également reproduit un modèle à l'échelle de l'appareil, un Boeing 767 de 141 tonnes avec ses 40 000 litres de kérosène. Afin de modéliser le comportement du kérosène au moment de l'impact, les chercheurs se sont servis de boîtes en aluminium remplies de fluide pour simuler le choc d'une aile d'avion contre des poutres en acier. Une caméra thermique a saisi le comportement des fluides après l'impact. Ces données brutes sont ajoutées à la séquence. Il aura fallu des milliers d'heures d'études et 21 jours de calculs informatiques pour obtenir l'équivalent d'une seconde de simulation. Le projet a nécessité 2 ans de travail. Voici le résultat final de la simulation de l'université Purdue. C'est une date que les États-Unis n'oublieront jamais.
Mais pour des millions d'Américains, toute la lumière n'a pas été faite sur les attaques qui ont fait trembler le pays. Pourquoi tous ces secrets? S'il s'agissait réellement d'une attaque surprise de notre pays par des terroristes, pourquoi tant de mystères? Certains estiment que le 11 septembre est un coup monté de l'intérieur. Les victimes du World Trade Center et du Pentagone ont été assassinées par des forces issues de notre propre gouvernement. À présent, la science s'attaque aux théories du complot. La réalité, c'est qu'à ce jour, personne n'a été capable de fournir la moindre preuve que ces immeubles ont été détruits par des explosifs. Tout simplement parce que ce n'est pas le cas. Notre regard sur le 11 septembre 2001 ne sera plus jamais le même. 10h06, le vol 93 de United Airlines est abattu en vol. Nous sommes demandeurs de récits. Ils nous nourrissent, et les théories du complot sont les contes de fées du monde réel, des récits qui améliorent la réalité. Des récits qui améliorent la réalité. « 11 septembre, science et conspiration ». Il existe de nombreuses théories du complot qui couvrent chaque aspect des attentats du 11 septembre. Plusieurs d'entre elles soulèvent des questions apparemment sans réponse. Un grand nombre fait apparaître des contradictions dans la version officielle. Certaines sont basées sur des informations erronées. D'autres sur des données qui ne peuvent pas être exploitées. Parmi toutes ces théories, il en émerge 4. Selon les enquêtes officielles, les tours jumelles se sont effondrées à la suite des incendies alimentés par les 80 000 litres de kérosène que contenaient les deux appareils. Le feu s'est consumé à l'intérieur des tours et a endommagé les colonnes, entraînant une défaillance de la structure qui a conduit à l'effondrement des bâtiments. Mais les détracteurs de la version officielle contestent cette explication. Il y a eu un gros incendie à cause de la quantité de kérosène. Mais le feu s'est vite éteint. Aucun indice n'a révélé que les colonnes en acier avaient atteint des températures susceptibles de fragiliser la structure. Si le kérosène a pu se consumer rapidement, les enregistrements vidéo semblent indiquer que les bâtiments ont continué à brûler jusqu'à l'effondrement des tours. Si le gouvernement était disposé à lever le doute sur ce qui s'est passé, pourquoi a-t-il cherché à contrôler toutes les enquêtes? Certains truthers affirment que les explications officielles cachent des desseins obscurs. Qui a fait de la rétention d'informations sur de nombreux points essentiels? Certaines questions ont été ignorées, obscurcies, rayées d'un coup de feutre. Dans une zone désaffectée de l'aéroport Kennedy, le hangar 17 renferme des indices matériels provenant des tours jumelles. Au nombre desquels on trouve 1% des éléments en acier du World Trade Center. Après l'effondrement des tours, les débris ont été déblayés du site. Le gros de la ferraille a été vendu au poids ou abandonné dans des décharges. Mais certaines pièces essentielles ont été entreposées en vue d'être exposées plus tard. Ces éléments témoignent de la violence de l'effondrement. Il est très difficile d'abattre quelque chose d'aussi massif. Plus d'1 million de tonnes se sont affaissées sur elles-mêmes. Ce qui s'est produit, c'est que l'incendie s'est déclaré sur un étage entier, soit 4000 mètres carrés de bureaux. Le feu a endommagé la structure métallique de la tour. Lorsque les poutres en acier ont plié, l'appareil percute le 96e étage, sectionnant plusieurs poutres métalliques du pourtour de la structure.
Je peux vous assurer que nous n'avons rien falsifié. Les poutres de la façade qui ont cédé au cours de la simulation coïncident presque exactement avec celles qui ont cédé lors de l'impact réel. Notre modèle était donc exact. La simulation montre l'impact sous différents angles. L'entrée. Destruction interne des colonnes de soutènement. Désintégration de l'appareil. Atomisation des 40 000 litres de kérosène. Et simulation des incendies qui ont attaqué la structure métallique qui maintient la tour. Nous avons une source de chaleur ici qui couvre pratiquement l'ensemble du noyau. Les colonnes commencent à chauffer car elles ne sont pas protégées par des matériaux inifugés. La chaleur gagne les poutres. Ces poutres soulagent les extrémités des colonnes, en quelque sorte, lesquelles subissent une pression axiale de haut en bas. Naturellement, l'apport de kérosène et d'oxygène déclenche le feu. La température a pu dépasser 650 degrés. Cela ne fait pas fondre l'acier, mais ça le rend plus souple, ce qui a pour effet d'altérer la résistance des colonnes qui perdent de leur efficacité, fléchissent d'un côté et, compte tenu de la charge verticale qu'elles supportent, finissent par céder. Voilà ce qui s'est passé dans cette tour. Les résultats de l'Université Purdue ont confirmé le rapport de l'Institut national d'éthique et de technologie, selon lequel les incendies déclenchés par le kérosène ont fragilisé la structure métallique et provoqué l'effondrement des tours. Mais les débris entreposés dans le hangar 17 ne révèlent aucun indice susceptible de confirmer l'une ou l'autre des thèses. Les tas de ferrailles qui sont stockés dans ce hangar ne font que confirmer que l'immeuble s'est affaissé sur lui-même. Comme je m'y attendais, je n'ai remarqué aucune trace liée à une chaleur autre que celle due aux flammes d'un incendie qui a fini de se consumer dans les décombres après que la tour se soit effondrée. Il n'y a vraiment rien ici qui permette de tirer d'autres conclusions. Les Truthers se demandent pourquoi les preuves matérielles sont passées de main en main. La plupart des éléments en acier provenant des décombres du World Trade Center ont été expédiés en Asie pour y être recyclés. Imaginez qu'on détruise les preuves sur une scène de crime. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais avant d'expédier la moindre pièce, l'Institut national d'éthique et de technologie a examiné tous les éléments métalliques et a retenu 237 pièces pour les besoins de l'enquête. Certains détracteurs de la version officielle sont convaincus que ces poutres ont été volontairement substituées à celles d'origine. Car si les preuves pouvaient être examinées, elles permettraient d'affirmer que des explosifs ont été utilisés pour démolir les tours jumelles. Avant le 11 septembre, et depuis ce jour fatidique, il n'y a pas eu un seul gratte-ciel qui se soit effondré à la suite d'un incendie. Et les Truthers écartent la simulation scientifique de Purdue au motif qu'il s'agit d'une manipulation de données falsifiées ou erronées. On aurait dit une démolition contrôlée, ce qu'on appelle une implosion, au cours de laquelle l'immeuble s'effondre littéralement sur lui-même. Il y a énormément d'éléments qui tendent à confirmer la thèse de l'implosion. Afin d'arbitrer cette controverse, nous allons mener des expériences physiques pour mettre en lumière ce qui s'est réellement passé pendant les attentats du 11 septembre. À plus de 3000 km du hangar 17, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, des poutres métalliques et du kérosène vont être soumis à une chaleur de plus de 1000 degrés centigrades.